Merci pour cette présentation. Merci à Gestion Agricole Canada et à Crédit Agricole Canada pour m'avoir réinvité à donner un webinaire. Ça fait déjà quelques années que je ne l'avais pas fait et j'ai appris une ou deux choses depuis et j'espère que vous pourrez vous en faire profiter. Le défi qu'on a toujours quand on fait un webinaire, bon, quand on est dans une conférence, on sait qui est là devant soi, on voit les gens, on peut bavarder avant, et on connaît le thème de la conférence et tout ça. Alors, il y a un de mes amis, Lance Stockbroker, qui m'a dit, bon, t'as pas tellement de photos, hein, il va falloir que tu ajoutes des anecdotes personnelles pour animer tout ça. Et moi, je regardais dans mes notes et j'essayais de commencer, de trouver une idée inspirante pour commencer. Et j'ai trouvé des notes que j'avais, enfin, c'est un de mes collègues, Monsieur Donald de Fredericton, de, la financière agricole. Alors, j'avais noté une ou deux choses qu'il avait dites et j'aimerais vous les partager. C'était des conseils, en fait, des conseils sur la vie et des conseils de succès. Il a dit, mettez l'accent sur ce qui est constructif, sur vos réalisations malgré les difficultés. Hein. Bon, ben, c'est un message positif un peu classique, mais l'autre chose qui m'a vraiment frappé la semaine dernière, au moment où je me préparais, il a dit, il faut mettre en place des systèmes et des structures pour guider notre démarche. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, hein, qui dit ça. Évidemment, lui, il avait beaucoup de travail dans les structures, mais je crois qu'en agriculture, c'est tout à fait vrai. À tous les niveaux, on parlera d'entreprises de différentes tailles, mais ce sont ah non, pardon, c'était pas... c'était Bill Clinton qui avait dit ces choses-là. Alors, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Bon, alors voilà, on commence pour faire le point. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous savons que les exploitations agricoles mixtes de taille moyenne sont en déclin et ce sont de grandes exploitations qui les remplacent, hein, pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Mais une chose qu'on note aussi dans les maritimes, c'est qu'on voit de plus en plus de nouveaux les agriculteurs exploitent des petites exploitations et ils veulent écouler leur production dans le marché local. C'est tout à fait différent de ce qu'on constate dans l'Ouest, par exemple, où la taille des exploitations augmente sans cesse. L'autre chose qui me frappe, c'est qu'il y a de plus en plus, enfin, c'est que de plus en plus, les acteurs des filières s'intègrent. Quand je faisais ma maîtrise au Manitoba, c'était l'époque où l'industrie porcine se développait à toute vitesse et on mettait en place un modèle d'intégration verticale. Et ça, ce n'est pas terminé. Donc, il y a des gens qui vont dire, bon, c'est une évidence, hein, merci capitaine, c'est une tendance, tout le monde parle des tendances, bon, évidemment. Mais la question qu'il faut se poser, en tant qu'acteur d'une filière, moi, j'ai une petite exploitation qui fait de la vente directe, et donc je connais bien l'importance de la chaîne de valeur. Alors, il faut savoir si vous êtes seul dans votre chaîne de valeur. Il y a très peu d'entre nous qui sommes seuls. Dépendez-vous d'autres personnes au-dessus ou en dessous de vous dans cette chaîne de valeur? Est-ce que d'autres gens dépendent de vous? Tout cela vous permet de définir votre positionnement stratégique, de comprendre qui sont vos partenaires. L'autre question que je pose, c'est est-ce que vous avez évalué votre exposition au risque par rapport aux autres acteurs de la chaîne? Si quelqu'un, s'il y a un maillon de la chaîne qui est brisé au-dessus ou en dessous de vous, qu'est-ce qui va arriver? Et comment communiquez-vous avec les autres acteurs de la filière? Si oui, de quelle façon? Dans mon cas, on fait de la vente directe de viande de bœuf à la consommation locale. Et ça, c'est à la suite de la crise de la vache folle. Et il a fallu prendre des décisions très radicales. Mais depuis qu'on a commencé,
On a commencé avec une vache, ensuite deux, quatre, huit. Maintenant, on a 24, 25 vaches. Et maintenant, ma chaîne de valeur s'est étendue. Je fais affaire avec un abattoir qui a dû s'agrandir pour accepter ma production. Il y a des détaillants locaux avec lesquels je fais affaire. Donc, ma filière s'est développée. Et donc, il a fallu se demander comment on se positionne dans cette filière et être sûr que tout le monde en profite, parce que si j'ai un partenaire du côté de la commercialisation qui fait faillite, ben moi je ne peux plus commercialiser mes produits et ça me cause des gros problèmes de trésorerie. Bon, et la vraie question c'est de savoir quelle position vous voulez occuper dans la filière. En d'autres mots, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme résultat en tant qu'exploitation agricole? Ça, c'est pour l'exploitation. Et ensuite, je parlerai du plan personnel. Moi, j'aime beaucoup ce graphique, le concept du hérisson. Une chose que je vous encourage vraiment à faire, c'est aller à votre librairie locale, acheter ce livre de la performance à l'excellence de Jim Collins. Ce livre, ça a vraiment changé ma vie. Je l'ai mentionné déjà, j'ai commencé à en parler il y a 2 ans dans mes webinaires, mais je continue parce que ça reste primordial. C'est la différence entre les compagnies qui réussissent et celles qui ne réussissent pas. Ce dont parle l'auteur dans ce livre, c'est que chaque entreprise qui réussit trouve son espèce de terrier de hérisson. Et c'est les valeurs de base sur lesquelles il peut se replier dans les moments difficiles. Alors, c'est ça ce concept du hérisson. On a 3 cercles ici. Bon, qu'est-ce qui vous passionne profondément? C'est très important en agriculture parce que c'est beaucoup par passion qu'on est agriculteur. Et on a besoin de passion pour surmonter les obstacles qui se posent en agriculture. Mais en bas à gauche, le 2e cercle, en quoi pouvez-vous être le meilleur au monde? Et la différence entre les bonnes et les excellentes compagnies, c'est que ces gens-là se sont concentrés. Ils ne sont pas dispersés. Leurs équipes de gestion savaient ce qu'elles voulaient et ont compris ce qu'elles pouvaient faire. Et en les moments de difficulté, parfois les entreprises ont fait des acquisitions, ont commencé à se disperser. Et souvent, c'est ça qui mène les entreprises médiocres à l'échec. Et ça nous amène au 3e cercle. Quel est votre moteur économique? C'est bien beau d'être passionné, c'est bien beau d'être le meilleur au monde, mais si on ne peut pas faire d'argent avec ça, ça n'est pas très utile. Moi, je me suis déjà penché là-dessus. On peut appliquer ce concept à toutes sortes de choses. Et évidemment, on peut ajouter un autre cercle, la famille. Et vraiment, la famille, pour moi, c'est ce qui me passionne. L'entreprise, bon, j'ai des compétences que je peux mettre à profit. Et mon moteur économique, eh bien, en agriculture, c'est l'alimentation, c'est la société donc qui détermine notre succès. Donc on peut aborder ce concept du hérisson de toutes sortes de façons, comme vous le voyez. Mais moi, je m'en sers constamment, dans ma vie personnelle comme dans mon entreprise. Alors, on s'est penché sur notre entreprise, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait faire, quel rôle on voulait occuper dans la chaîne de valeur, mais maintenant personnellement. Posez-vous sérieusement la question. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous travaillez pour l'entreprise ou dans votre entreprise? Moi, quand je travaillais pour le Forum de la relève agricole au Manitoba, ça, évidemment, ça coule de source. Est-ce qu'on est dans l'entreprise ou on travaille sur l'entreprise? Il y a toujours du travail à faire dans une ferme et c'est jamais terminé. Donc, il s'agit de savoir si on développe l'entreprise ou non. Est-ce que vous voulez tout faire
tout ça pour toujours, ad vitam aeternam? Est-ce que vous avez toutes les ressources nécessaires? Ça, c'est la question hein, des agriculteurs établis. Hein. Et pour les nouveaux venus, moi, c'est quelque chose qui distingue les générations. Les jeunes se concentrent plus sur la planification, la gestion, alors que leurs parents sont habitués à travailler dur et quand les temps sont durs, on travaille encore plus dur. Mais il faut se poser la question, et quelles sont vos valeurs fondamentales? Combien d'entre nous sommes capables au sein de l'équipe de gestion? Quelles sont nos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qu'on veut réaliser dans la société, dans la famille, dans la collectivité? Et qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever tous les matins? Ça vous ramène à cette idée de passion dans le concept du hérisson. Et bon, il y a des jeunes qui sortent de l'université. Nous, on a beaucoup d'exploitation laitière dans mon coin. C'est très attirant dans les maritimes. On va à l'université, on retourne à la ferme, on se lève à 5 heures tous les matins. Bon, mais dans 20 ans, est-ce que ça vous intéressera encore de vous lever aussitôt tous les matins? Bon, maintenant, il y a les robots qui s'installent dans les fermes laitières. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui nous motive? Et le dernier point, quand on essaye de se regarder en face, c'est quelles compétences apportez-vous à l'équipe? Ça, c'est devenu très important pour moi dans mes discussions avec différents clients. Parce que on se demande, j'avais un atelier, on se demandait qu'est-ce que ça prend pour amener quelqu'un en agriculture. Et bon, un nouveau venu dans l'exploitation, il doit générer $250 000 de chiffre d'affaires. Si on a une marge de profit de 20%, et donc ça donne $50 000 pour financer cette participation. Donc, quelles compétences apportez-vous à l'équipe et comment faire pour que ces compétences permettent d'ajouter $250 000 au chiffre d'affaires? Je lis beaucoup John Fast, c'est quelqu'un de très intéressant. Il a beaucoup d'entreprises, il a énormément aidé les familles agricoles à se transférer leurs entreprises. Et dans son livre, il dit que la plupart des entreprises familiales pensaient qu'elles étaient les seules à avoir ces problèmes, elles ne savaient absolument pas où se trouver de l'aide. Et moi, c'est ce que je constate avec mes clients, là, quand je travaille dans le domaine du transfert de ferme, mais ce n'est pas une simple question agricole, c'est une question qui touche toutes les petites et moyennes entreprises. Et bon, on peut le comprendre, les compétences dont on a besoin pour gérer une transition, le transfert d'une ferme enfin d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, ça prend toutes sortes de compétences. Hein. Et donc, il faut trouver les gens dont on a besoin. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que, bon, j'essaie d'éviter le mot relève, planification de la relève. Je préfère plutôt parler de continuité, plutôt que de plan de continuité, plutôt que plan de relève. Et ça change la perspective quand on fait ça. D'abord, ça crée une culture d'entreprise différente. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. Il faut toujours tenir compte de la gestion du risque. Et dans mes conférences, j'explique pourquoi c'est si important d'avoir des structures. Et ça me rappelle d'un jeune homme au Nouveau-Brunswick, Joe Solis Van Horn, qui a pris la relève de la ferme de ses parents. Il a exploité l'entreprise pendant 2 ans et demi avant de mettre en place le transfert. Ils avaient 2 enfants. Maintenant, ils ont 4 enfants. Ça leur a pris... Bon, au moment où le transfert eut lieu, ils étaient déjà complètement engagés dans le plan de continuité de l'entreprise. Un plan de continuité qui permettrait à ses enfants de reprendre le flambeau s'ils le voulaient. Évidemment,
Ce n'est pas tous les enfants qui vont vouloir reprendre une ferme laitière de 50 têtes, mais ça, il y avait pensé, il avait d'autres solutions et ça illustre bien le fait que la continuité, le plan de continuité, ça ne s'arrête jamais. Bon, le transfert intergénérationnel est le principal objectif et chaque génération travaille pour la génération suivante. C'est ça la vraie continuité. Donc, même si les activités changent, la ferme survit. Et l'autre avantage du plan de continuité, c'est que ça nous permet de nous réinventer. On parle beaucoup de réinventer ceci, réinventer cela. Les parents ont été gestionnaires, ils faisaient tout. Ils étaient PDG et mécaniciens et tout ce que vous voulez. Mais à mesure que les exploitations s'agrandissent et que les jeunes reviennent vers la terre, il faut permettre de changer les rôles. Et pour ça, il faut un plan pour transférer les responsabilités d'une génération à l'autre. Et il faut que ce soit des plans écrits. Et ça nous permet d'évoluer comme gestionnaire et comme propriétaire. Parce que souvent, la relève, c'est de dire, bon, aujourd'hui j'exploite la ferme, demain je suis en vacances. Ce n'est pas très sain, en fait, et ça marche rarement d'ailleurs. Parce que on perd la mémoire organisationnelle quand on fait ça. Bon, quelques points sur les entreprises familiales. C'est tiré d'un rapport de BDO, le rapport sur les entreprises familiales canadiennes, et j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir ça. Ici, on parle d'entreprises familiales, pas seulement des exploitations agricoles. Alors, les entrepreneurs qui soulignent que le manque de repos est l'inconvénient principal des entreprises familiales, 68% et 73% parmi ceux qui engagent des membres de leur famille. Parce que on est tout le temps occupé, les entrepreneurs qui mettent en garde contre l'embauche des beaux-parents. Moi, je suis dans cette catégorie, je travaille avec mon beau-père et ça présente des difficultés assez particulières. Je suis aux premières loges là-dessus. Les entreprises familiales ayant des règles régissant le rôle des membres de la famille dans l'entreprise, des règles écrites, très important, c'est ça qui consolide la structure. 11% seulement de ces entreprises ont des règles écrites, mais 24% des entreprises ont des règles informelles. Et les règles informelles sont encore plus dangereuses parce qu'elles changent sans préavis. Moi, j'en ai été témoin et ça crée toutes sortes de difficultés. Les entrepreneurs de PME qui croient qu'il est important d'avoir une stratégie de sortie, 92%. Ça, c'est bon. Tout le monde sait, en fait, que la continuité fait partie du travail. Chef d'une entreprise qui a une stratégie de sortie, 44%. Bon, c'est une chose de croire que c'est important, mais c'est une autre chose d'en avoir une. Les entrepreneurs qui ont choisi un successeur, le quart seulement. Et rappelez-vous, ça date de 2003, il y a 12 ans. Donc, ça correspond tout à fait à l'âge moyen des agriculteurs. Les entrepreneurs entre 60 et 70 ans qui ont une stratégie de sortie, 57%, et qui ont choisi un successeur, 52%. Alors, c'est une phase de transition. Et donc, à la fin de leur carrière, beaucoup de gens n'avaient pas de plan de succession. Pourquoi est-ce important? Selon le recensement de l'agriculture de 2009, le Canada compte 205 730 exploitations. Ça a un peu changé, mais en gros, c'est ça. 48% sans successeur choisi. Ça veut dire qu'il y a juste un peu moins de 100 000 exploitations agricoles au Canada qui auraient besoin d'un plan de continuité pour que le transfert se fasse convenablement à la prochaine génération d'exploitants. Et moi, en tant que dans le monde des consultants, on en parle beaucoup. Si toutes les fermes nous demandaient ces services-là, comment est-ce qu'on pourrait répondre à la demande? Maintenant,
Quand je parle à mes collègues banquiers, on fait un peu de planification au bureau, donc on reste en contact avec les établissements bancaires. Alors, du point de vue des banques, qu'est-ce qu'on voit? Donc, 98 000 et quelques exploitations auraient besoin d'un plan. 87 millions d'acres, hein, ça représente. Bon, approximativement 750 dollars de l'acre. Ça représente une valeur de 31 milliards de dollars d'actifs dont l'avenir est incertain et qui pourraient être immobilisés dans des transferts intergénérationnels avec les problèmes des enfants qui ne veulent pas revenir à la terre et tout ça. Ça représente 1,7% du PIB. Et on en parle tout le temps, hein, dans la relève agricole. Il y a toutes sortes de gens qui sont officiellement propriétaires, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à leurs actifs. Alors, 1,7% du PIB canadien. Imaginez-vous, 31 milliards de dollars d'actifs qui pourraient être en péril ou en vente, enfin. Et ça n'inclut ni les quotas, ni les bâtiments et la machinerie. Et ça, c'est tout à fait approximatif hein, comme analyse. Hein. C'est uniquement pour les fins de la démonstration. Là. Ne me citez pas. L'augmentation rapide de la valeur des terres et bon, l'augmentation de la rentabilité ramène la nouvelle génération à s'établir en milieu rural. Ça, c'est très encourageant. Mais, dans bien des cas, ces jeunes se retrouvent dans un milieu déstructuré, une entreprise mal structurée, et souvent avec les mains liées. Si vous n'avez jamais vu le Dr. John Fast, allez chercher son livre. Il parle beaucoup de cette question de transfert de ferme. Beaucoup de jeunes qui rentrent dans la ferme, qui travaillent pendant 5 ou 6 ans, qui transforment complètement l'entreprise, qui augmentent sa rentabilité, mais qui n'ont aucun droit de propriété. Et finalement, qui finissent par s'en aller, bon, ils travaillent à 15 piastres de l'heure, donc ils finissent par aller faire carrière ailleurs. Bon, cette jeune génération a des enfants à son tour, et la présence de 3 ou 4 générations sur la même exploitation peut drainer les capitaux très très vite, surtout avec l'augmentation de la valeur des actifs. C'est très important. Il y a beaucoup plus d'intérêt face à eux. Je me rappelle d'un très bon ami en Saskatchewan qui est allé acheter des terres agricoles il y a 10 ou 15 ans, qui aurait pu l'acheter pour la valeur foncière. La banque lui a refusé de prêter. Et l'an dernier, les mêmes terrains valaient 1500 dollars l'acre. Il aurait pu doubler sa valeur. Mais bon, tout ça c'est terminé. Ça sert à rien de regarder derrière, hein, le paradigme a complètement changé. Donc, les avantages d'avoir un plan écrit, j'en parle tout le temps. Un bon plan stratégique va permettre aux banquiers d'avoir confiance dans votre entreprise. Souvent, il y a des banquiers qui m'appellent, qui me demandent d'aider certains de leurs clients, de les aider à comprendre ce que ça veut dire quand ils reviennent tous les 3 ou 4 ans demander un refinancement. Et comment ils pourraient rembourser leur dette à court terme, savoir ce que ça veut dire 1 million de dollars pour leur retraite. Et ça, c'est pas toujours facile à faire. Hein? On a eu des succès, mais des fois, on a eu des échecs aussi. On a fait des évaluations et les clients nous ont dit, bon, merci pour votre travail, mais on ne veut rien changer. Alors, on espère qu'ils vont réussir quand même. Plan stratégique va vous faciliter l'accès au crédit. J'ai un bon client ici qui a tout calculé jusqu'au dixième dessous. Ils ont 75 kilos de quotas qu'ils réussissent à combler avec un minimum de bêtes. L'an dernier, ils ont demandé un refinancement. Ils ont allé consulter 6 banques différentes et obtenu des taux d'intérêt imbattables parce qu'ils avaient un bon plan stratégique, ils avaient une équipe solide derrière eux. Alors, c'est toujours une stratégie gagnante.
Et l'autre avantage, c'est que des fois, bon, on a des crises dans l'exploitation et tôt ou tard, on a besoin d'aller chercher un financement d'urgence. Bon, il y a toute une liste de possibilités, hein. Mais si vous avez un bon plan stratégique, si vous connaissez bien vos chiffres, si vous connaissez bien votre entreprise, euh, ce sera beaucoup plus facile de convaincre votre banquier. Bon, j'espère que on vous a convaincu que un plan stratégique c'est bon. Et j'imagine que bon, peut-être que vous êtes prêts maintenant, vous êtes convaincus. Alors, mais le défi, c'est là que ça commence. Vous êtes passionné, peut-être que vous sortez d'une conférence agricole à Winnipeg, vous sortez votre ordinateur et vous avez devant vous un écran vide, un curseur qui clignote. Et bon, vous êtes décidé, vous voulez faire un plan stratégique, vous n'avez aucune idée par où commencer. Alors, je vais vous aider. Il n'y a pas de solution magique, hein. J'ai 7 concepts possibles. Plan d'action opérationnel, gestion des ressources humaines, gestion du patrimoine, etc., etc., etc. Donc, toutes sortes de possibilités. Planification de la retraite aussi, euh, plan de continuité, tout ça. Tous ces éléments-là seraient un chapitre séparé de votre plan d'affaires stratégique. Donc, comment réaliser tout ça? Alors, d'abord l'enquête. On a besoin de 3 choses pour élaborer un plan de continuation de l'entreprise efficace. Et quand je parle de continuation, c'est le plan stratégique à long terme. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, le but ultime, c'est de transférer l'exploitation agricole à la prochaine génération et à la génération suivante et ainsi de suite. Alors, pour ça, on a besoin de 3 choses d'une entreprise rentable, de bonne communication et de temps. Alors, étudions chacun des éléments. Bon, une entreprise rentable, que dit votre plan d'affaires? Ça, c'est une étude rédigée qui a été faite en 2003 par Financement Agricole Canada auprès de 2200 exploitants agricoles américains, australiens et canadiens. On leur a envoyé un sondage, mais 34% seulement des agriculteurs canadiens avaient un budget détaillé et seulement 16% avaient un plan d'affaires par écrit. Et ça, c'est un grave problème. Parce que c'est comme ça qu'on sait qu'une entreprise est rentable. La communication, et c'est surtout de ça dont je vais parler dans les minutes qui viennent. Je cite encore M. Fast qui dit que le fait d'inspirer vos collègues et votre personnel, de présenter une vision convaincante et d'instaurer une mission commune, c'est probablement le défi le plus important de tout chef d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire en tant qu'entreprise? Quel rôle voulons-nous jouer dans la filière? Quels sont mes buts personnels? Quel rôle je veux jouer dans l'entreprise? Quelles compétences est-ce que je lui apporte? Et trop souvent, on se rend compte que tout le monde travaille dans l'entreprise, mais on ne travaille pas sur le développement de l'entreprise pour vraiment comprendre quels sont nos objectifs. Donc, on revient au concept du hérisson, en fait. Il faut gérer l'équipe de gestion des ressources humaines, gérer la relation avec le banquier, gérer notre rôle dans la chaîne de valeur. Alors, pour le faire, il faut se demander qu'est-ce qui vous passionne profondément. Est-ce que ça vous aide à vous lever tous les matins? Dans quoi est-ce que vous êtes le meilleur au monde? Dans quoi pouvez-vous exceller dans votre marché? Et quel est votre moteur économique? Qu'est-ce qui vous permet de rentrer de l'argent? Et est-ce que vous avez un système en place qui vous permette de le comprendre? Alors, il y a des
gens dans le Dakota du Sud qui parlent tout le temps de leur discours de 30 secondes. Combien d'entre nous pouvons communiquer à notre personnel notre vision? Est-ce qu'on rassemble, combien d'entre nous sommes capables de communiquer en quelques mots la mission d'une entreprise à nos employés? Avez-vous discuté des valeurs fondamentales de votre exploitation? Hein? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pour moi, c'est ça le point de départ de votre planification stratégique. Comprendre tous vos objectifs en tant que famille, en tant qu'entreprise. Ça, c'est tiré de notre entreprise, localvalleybeef.ca. Et bon, moi, je disais toujours aux gens de définir leur vision, puis j'en avais même pas une pour mon entreprise. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai défini ma vision, c'est travailler pour notre marché afin de produire le meilleur bœuf au pays. C'est ça notre objectif. C'est la mission que la vision que nous présentons au monde. À l'interne, qu'est-ce qu'on essaie de faire comme équipe de gestion? Quand on fait l'ensilage, qu'on s'occupe des pâturages, ça, bon, on essaie de produire du bœuf provenant d'animaux nourris à l'herbe de qualité supérieure pour les marchés locaux et offrir à nos clients une expérience gastronomique inoubliable. Ça a l'air un peu simple, mais cette expérience gastronomique inoubliable, ben ça définit la qualité que nous devons obtenir. Et au sein de l'équipe de gestion, on sait exactement ce que nous devons faire du point de vue du traitement des animaux, de la conduite du troupeau, pour que chaque bête soit en pleine santé. Qu'est-ce qu'il faut faire avec chacun de nos employés? Nos valeurs fondamentales, la famille, ça a toujours été la priorité absolue. Et ça, c'est bon. C'est un peu, c'est assez répandu hein, dans le milieu des entrepreneurs. Bon, la communauté aussi. Mes parents ont toujours été très actifs dans la collectivité locale et nous, on essaye de continuer. Le bien-être des animaux, comme je vous l'ai dit, c'est l'un de nos gros arguments de vente. Et les consommateurs demandent beaucoup de détails sur la façon dont on traite les animaux. Donc, c'est notre troisième valeur. Et la quatrième valeur, c'est la viabilité environnementale. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, quand on parlait de continuité, de transfert à la génération suivante, il faut que nos terres soient en excellente santé aussi, si on le veut qu'elles soient transférables. Donc, le fait d'avoir une vision et une mission clairement définies, d'avoir des valeurs fondamentales clairement définies, auxquelles vous pouvez revenir, je crois que tout cela clarifie votre processus de planification d'entreprise. Ça se limite pas à des chiffres. Hein. Moi, j'essaie toujours de dire à mes clients qu'on ne commence pas par les chiffres, on commence par les émotions, parce que c'est ça le plus important. Alors, une bonne communication constitue une stratégie en ressources humaines. Nous, c'est toujours vrai hein, en agriculture, conserver des gens. La communication nous permet d'élaborer une stratégie en ressources humaines qui est convaincante pour nos employés, des objectifs à court et à long terme bien définis, des objectifs pour la famille et l'entreprise séparés, hein, et toujours écrits pour qu'on puisse les consulter, des valeurs fondamentales clairement définies, j'en ai parlé. L'autre élément de la vision, c'est de veiller à ce que ça soit vraiment partagé par tout le monde. Des fois, je me piège moi-même, je fais de la planification stratégique, j'essaie de mettre des trucs par écrit, et j'oublie de prendre une pause pour vérifier que ma femme participe aussi au processus. Mes amis, ma famille qui nous aident, est-ce que je les associe au débat? Est-ce que je veille à avoir leur point de vue? Est-ce que tout cela se traduit dans la vision? Parce que si les membres de l'équipe ne participent pas tous à cette vision, le plan stratégique sera une source de division plutôt qu'une source d'unité. Une bonne communication, bon, il faut se mettre d'accord
par écrit sur les points suivants. D'abord, les rôles et les responsabilités. Je vois ça systématiquement. Les fils, les filles de l'agriculteur croient que tels sont les rôles et les responsabilités, qu'ils auront leur mot à dire, et des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Il faut que ça soit clairement défini. Quels sont les rôles et les responsabilités des propriétaires, des membres de l'équipe de gestion. Il faut aussi que les protocoles et procédures soient bien définis. S'ils ne sont pas mis par écrit, si on ne sait pas qui est responsable de quoi, alors les choses peuvent rapidement tourner mal, parce que si quelqu'un se sent mal une journée et qu'il ne réussit pas à faire ce qu'il devait faire, eh ben, on commence à s'accuser les uns les autres, la situation devient très émotionnelle et peut tourner mal très vite. Et souvent, ça crée de la rancune, hein, et ça a de graves conséquences avec le temps. Et l'autre chose qu'il faut mettre par écrit, c'est l'évaluation du rendement. J'en ai parlé à l'exposition à Winnipeg. Comment faire des évaluations de rendement dans pour son père, sa mère, son oncle, son grand-père? C'est pas facile, hein? À moins que les choses ne soient mises par écrit, clairement définies, de telle sorte que tout le monde sache exactement ce qu'il doit faire, quelle est sa responsabilité. J'ai regardé Twitter cette fin de semaine et j'ai ajouté quelque chose. Je parlais de règles de conduite, je crois que c'était dans realagriculture.com qui citait le PDG de Walmart qui soulignait l'importance d'une culture organisationnelle. Et tout ça, ça fait partie de la communication. Ce qu'il disait, c'est que si la direction d'une organisation est vraiment associée à la culture organisationnelle, elle se transmet dans toutes ces histoires au sujet de la vision à long terme, de la vision de la mission. Tout cela définit une culture de planification et une culture de stratégie et de stratégie écrite, et à ce moment-là, tout le monde a des comptes à rendre. Bon, un appel à la définition des rôles, c'est souvent perçu comme un appel au changement. Et bon, on l'entend tout le temps, la nouvelle génération arrive, la génération précédente ne comprend pas vraiment tout ce que cela implique et il faut se réinventer. Alors un appel au changement, qu'est-ce que ça veut dire? Il est important de reconnaître que les êtres humains sont programmés pour résister au changement. C'est normal du point de vue de l'évolution, hein? C'est tout à fait logique. Si quelque chose marche bien, ben, on considère que c'est ça la sécurité et le changement, c'est perçu comme un danger. Si le changement se produit trop rapidement dans la nature, pensez-y, ça risque de déséquilibrer, même de faire s'effondrer des systèmes délicats. Donc, il faut comprendre pourquoi les gens ont peur du changement. La réaction au changement est souvent émotionnelle et négative. On connaît tous des cas où un ami ou un collègue qui a été coupé de la famille parce qu'il a essayé de prendre la relève d'une entreprise et que ça n'a pas marché. Et ça crée de la colère et souvent de la tristesse. Je l'ai vu, des amis, des collègues, et je l'ai ressenti moi-même. Ce n'est pas facile d'administrer une entreprise familiale et de la transférer d'une génération à une autre. Et c'est là que cette culture de continuité joue un rôle crucial, et c'est là aussi où la communication permet de faciliter les choses. Donc, il faut comprendre l'impact du changement sur tous les membres de la famille qui gèrent l'entreprise. Et encore une fois, à la suggestion de M. Fast, j'ai ramassé un livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Alors, quand on planifie, il faut comprendre que la peur du changement
est toujours là. Donc, il faut planifier le changement dans un contexte où priment les émotions. Il faut impliquer tous les membres de l'équipe de gestion, trouver une structure qui permet à tout le monde de participation. Il faut avoir une communication ouverte, franche et tout mettre par écrit. Il faut écouter avec attention et comprendre les points de vue des autres. Et John Fast en a parlé à Calgary l'an dernier, en fait. Il a dit que l'empathie est l'aptitude naturelle la plus importante qu'ont les chefs d'entreprise qui réussissent. Si vous voulez être un dirigeant dans votre exploitation, si vous voulez réussir dans la continuité, si vous voulez que cette entreprise soit transmise aux futures générations, l'empathie est essentielle. Comprendre comment vos actions influencent les autres de façon favorable ou défavorable et contribuent ou non à la réussite de votre plan de continuité. Donc, ça revient encore à la question des émotions ici. Alors, j'ai parlé beaucoup de communication. Bon, l'idée d'avoir une mission, une vision, des valeurs fondamentales, clairement définies, bien les communiquer à votre équipe, savoir où est-ce que vous en allez. C'est toute l'idée du concept du hérisson. Et le troisième volet, la troisième clé du succès de la continuité, c'est du temps. Ça prend du temps pour élaborer un bon plan de transition. C'est un processus. Et il faut déterminer les objectifs communs et les objectifs divergents et construire une vision commune pour l'exploitation. Ça prend du temps. Ça prend du temps à mettre en place une stratégie de communication alors qu'on n'est pas habitué à le faire. Et souvent aussi, ça prend conscience, ça prend du temps pour comprendre ce qui ne fonctionne pas. Et des fois, ça ne peut pas marcher. Ça prend du temps pour mettre en œuvre un plan de transition, le transfert des actifs, le transfert des responsabilités, les obligations fiscales, former les nouveaux propriétaires. Et il faut prévoir des retards, parce que tout ça prend du temps. Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Ça, c'est Charles Darwin qui a dit ça. On sait que les gens vont résister au changement, que le changement va créer de la peur. Comment y faire face? Ça nous ramène au paradoxe de Stockdale. Ça, c'est encore dans le livre de Jim Collins. Alors, c'était au Vietnam, hein. Quelles que soient les difficultés, soyez persuadés de votre réussite et en même temps affrontez la réalité actuelle, quelle qu'elle soit, même si c'est difficile. Alors, en agriculture, je crois qu'on a la confiance, la foi dans notre réussite, mais en même temps, il faut être très franc et faire face à la réalité et les obstacles réels qu'il faut surmonter pour réussir. Trouver un gestionnaire ou transférer l'entreprise, on ne sait pas, c'est pas la même chose. Et souvent, ça doit être très différent. Dans mon cas, moi, est-ce que je dois être un propriétaire? Est-ce que je dois être un gestionnaire? Est-ce que je dois engager un gestionnaire? Quel rôle est-ce que je dois jouer dans l'entreprise familiale de ma femme? Alors, je fais face à ce paradoxe de quelle est la meilleure contribution que je peux apporter au succès de l'entreprise? Bon, dans les plans de transition, parfois, c'est uniquement de la gestion. Peut-être que vous ne serez qu'un employé. Parfois, vous serez propriétaire. Peut-être pas en même temps. Hein? Des fois, ça peut être graduel. Il faut tenir compte des autres membres de la famille. J'en ai parlé tout à l'heure. Sans oublier que s'il y a trop de propriétaires, ça diminue les capitaux de chacun. Hein? Et qu'est-ce que ça implique? Alors, en tant que propriétaire ou gestionnaire, posez-vous ces quelques questions. Est-il nécessaire de vendre les actifs de la ferme à un successeur? Pourquoi est-ce que j'envisage de vendre? Est-ce que c'est parce que le travail physique devient trop pénible ou parce que la gestion devient trop complexe, je ne veux plus m'en occuper, j'aimerais faire la grasse matinée de temps en temps, j'aimerais obtenir de meilleurs rendements, mais j'ai besoin d'aide parce que j'ai pas vraiment les compétences. Alors, ça s'adresse aux
ou à la génération des parents, si vous voulez. Est-ce que je dois trouver un acheteur ou engager un gestionnaire? Voilà le genre de questions qu'il faut se poser. Et souvent, les gens de la relève qui cherchent une ferme, et je leur demande, est-ce que vous avez de l'argent? Ils disent non. Est-ce que vous avez de l'expérience? Ils disent oui. Est-ce que vous avez de la passion? Ils disent oui, c'est ce que j'ai de plus. Alors, est-ce qu'on a besoin d'acheter pour devenir un agriculteur? Non. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter, ben peut-être que votre réponse, c'est de devenir un bon gestionnaire. Au moins pour un temps. Alors, si vous voulez travailler justement à la planification stratégique, voici les étapes à suivre. Faites preuve d'honnêteté et d'ouverture envers vous-même et envers vos partenaires. Quel est votre rôle? Quel devrait être votre rôle? Quelles sont vos compétences, votre contribution? Quel est le cheminement le plus constructif? Concevez un document de référence afin d'orienter les efforts consentis par votre équipe. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. Il y a des guides, il y a des ressources qui existent. Moi, je peux vous en fournir. Il y en a toutes sortes de disponibles. Et si bon, ça peut vous intéresser, communiquer avec moi, mais il y a toutes sortes de conseillers en agriculture qui peuvent vous soutenir là-dedans et qui auront quelque chose à vous proposer. Je vous encourage beaucoup à vous joindre à un réseau de pairs afin d'obtenir du soutien et de trouver de nouvelles idées. Les réseaux de pairs, les clubs agricoles, des gens qui font face aux mêmes difficultés que vous, ils vont vous encourager et vous soutenir dans cette démarche qui est difficile. Donc, je vous encourage beaucoup à devenir membre d'un réseau. Il y a des clubs laitiers, c'est assez répandu. Et dans la relève agricole aussi, il y a beaucoup d'associations qui peuvent vous soutenir. Et ensuite, prenez des notes. Quoi que vous fassiez, notez-le. Si vous avez des idées, notez-les. Si vous avez une discussion avec quelqu'un, comme le disait Ian Richardson, un agriculteur qui a connu beaucoup de succès à Terre-Neuve, il a dit, si c'est pas écrit, ça n'existe pas. Et le dernier point, le dernier conseil, on a presque terminé, ensuite on passera aux questions. La planification stratégique, faire face à la réalité, autant du côté des ressources humaines que du côté financier, ça prend du courage pour se lancer là-dedans et s'en sortir. Et comme industrie, il faut passer de la position où je ne sais pas ce que je ne sais pas, et à ce moment-là, le bonheur est dans l'ignorance. On comprend pas, et les gens se disent, si on s'en occupe pas, ça va disparaître. Bienheureux les niaiseux. Mais il faut passer à un état d'esprit où je sais ce que j'ignore et où je suis prêt à corriger mes points faibles. Ça, il y a des gens ici, les gens qui réussissent vraiment n'ont pas peur d'engager des spécialistes pour combler leurs lacunes. Ils ont confiance assez dans ce qu'ils savent qu'ils sont prêts à aller chercher l'aide dont ils ont besoin. C'est un message très très important. Et j'aimerais mettre en relief la petite note de la page précédente. C'est Jim Collins qui dit « Les chefs de file qui ne sont pas seulement bons, mais excellents, passent autant de temps à réfléchir à leurs points faibles qu'à leurs points forts. » La planification stratégique, si c'est pas quelque chose qui tombe dans vos points forts, je vous encourage fortement à aller chercher de l'aide. J'ai beaucoup de collègues dans tout le pays qui sont très expérimentés, très solides,
et qui pourront vous aider à régler les problèmes émotionnels qui surgissent quand on essaye de mettre sur pied un plan stratégique à long terme. Alors, je vous encourage à faire appel à leurs compétences. N'ayez pas peur d'admettre quels sont vos points faibles. Et au contraire, connaissez bien vos points faibles pour pouvoir mieux les surmonter. Là-dessus, je vais conclure en vous laissant mes coordonnées. Je sais que je ne vous ai peut-être pas donné beaucoup de trucs concrets, mais j'avais des idées là-dessus, mais on a si peu de temps qu'on ne peut pas rentrer dans les détails dans ce genre de webinaire. Mais j'espère que je vous ai donné les grandes lignes, je vous ai souligné les pièges, je vous ai indiqué la marche à suivre, mais n'hésitez pas à m'appeler, à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un coup de main ou si vous avez des questions. Là-dessus, je vais m'arrêter pour répondre à vos questions s'il y en a. Merci Cédric dit Brent Van Kofnet. Moi, il y a toutes sortes d'idées qui me sont passées par la tête en vous écoutant. L'une des choses que je me suis dit, c'est cette idée de travailler pour la continuité. Mais à quel point est-ce que ça ne crée pas trop de pression sur la famille, sur les enfants? Est-ce que on ne risque pas de s'emporter? C'est un rêve merveilleux quand ça marche, mais ça crée de la pression sur les enfants aussi. Comment gérer cette dynamique? Oui, dit Cédric. Moi, j'ai un bébé de 13 mois à la maison. Je l'ai laissé à la garderie ce matin. Mais tout ce que je fais maintenant dans mon exploitation agricole, avec ma famille, tout le temps, je pense à lui. Pour au moins lui donner la possibilité de reprendre la ferme. Bon, il va faire ce qu'il voudra faire au bout de la ligne quand il aura grandi et tout ça, là, mais ce que je veux faire aujourd'hui, avec mes actifs, ceux de ma femme et possiblement mes beaux-parents, c'est de veiller au moins à ce qu'il ait cette possibilité. Et si lui, il veut faire autre chose, mais peut-être qu'il y aura d'autres jeunes de la relève qui vont venir, qui vont dire, j'ai pas d'argent, mais j'ai de la passion, je suis motivé, j'ai des connaissances, je pense que je peux t'aider. Ça marcherait aussi. Parce que ça permet de transférer nos actifs agricoles à une nouvelle génération de propriétaires et d'exploitants. Eh bien, dit Brent, quand je regarde ces données, cette idée que à chaque génération, on diminue de moitié le nombre d'agriculteurs au Canada, parce que, évidemment, les gens qui sont moins rentables disparaissent, donc tous les 30 ans, le nombre de producteurs est coupé en deux. Est-ce que vous prévoyez que ça va se poursuivre, cette tendance? Et je me demandais si vous aviez d'autres exemples concernant la façon dont le transfert peut se faire à des gens qui sont moins fortunés. D'après vous, est-ce que la dynamique pourrait évoluer dans les années qui viennent? Parce que c'est un énorme changement par rapport au passé. Oui, dit Cédric. Je crois que, surtout dans l'Ouest, j'ai beaucoup d'amis et de collègues dans l'Ouest, et on assiste à un agrandissement très rapide des exploitations, et souvent, on finit par frapper un mur, parce que tout revient à la mission, à la vision. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ce qu'on fait? Peut-être qu'on aime l'idée d'exploiter 15 ou 20 000 acres, mais ce qu'on aime vraiment, c'est de conduire un tracteur ou une moissonneuse-batteuse. Donc, quand on envisage des exploitations aussi grandes, il faut des ressources humaines, et à ce moment-là, il faut devenir un administrateur plutôt que d'être un conducteur. Donc, je crois qu'il y a une limite au nombre d'exploitations qui pourront se fusionner, parce que bon, ça va finir à ce moment-là, les ressources humaines vont devenir un gros problème si l'exploitation est trop grande.
mais ça va quand même se poursuivre pendant un certain temps. Ceci dit, euh, l'augmentation de la valeur et de la taille des exploitations, ça rendra d'autant plus important la planification stratégique. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, il y a un très bon exemple en Nouvelle-Écosse. Un producteur laitier, 80 vaches, voulait que son entreprise survive, même si ses enfants n'étaient pas intéressé. Donc, il a invité des jeunes qui avaient travaillé pour lui pendant l'été. Et il a dit, bon, tu as travaillé chez moi, est-ce que tu aimerais revenir? Moi, j'aimerais transférer mon exploitation. On pourrait faire un accord de transfert des actifs au fil des années. Tu pourrais travailler 1 an ou 2 et voir comment ça marche. Donc, il y a 2 jeunes qui ont pris ça et le transfert de l'exploitation est en cours. Et le propriétaire actuel trouvait ça tellement important de transmettre son patrimoine qu'il était prêt à investir ses actifs chez un propriétaire futur qui ne faisait pas partie de sa famille. Il y a des modèles novateurs qui existent. Si vous n'avez pas de terre, si vous n'avez pas d'actifs, vous pouvez quand même devenir agriculteur et pour ça, il faut identifier un processus et avoir d'excellentes communications avec quelqu'un qui est propriétaire pour que, bon, peut-être que vous allez devenir propriétaire minoritaire, mais au moins vous pourrez cultiver, élever des animaux, enfin faire ce qui vous tente. Bon, dit Brent, d'après toi, à quel rythme est-ce qu'on doit réviser un plan stratégique? Eh bien, oui, dit Cédric, au moins 1 fois par an. On n'en a pas vraiment parlé aujourd'hui, mais le fait d'avoir une assemblée générale annuelle où tous les propriétaires, tous les gens concernés participent, les employés, les membres de la famille, les conjoints, tout le monde se réunit 1 fois par an pour célébrer les réussites. Et bon, ça permet de célébrer les succès annuels. Et je crois que c'est une façon très constructive de voir les choses. On commence par célébrer, ensuite on se dit, bon, voici ce qu'on s'était fixé comme objectif à l'Assemblée générale de l'an dernier. On a réalisé certains objectifs, pas d'autres. Bon, qu'est-ce qui explique l'échec? Comment faire en sorte cette année qu'on réussisse tous nos objectifs? Alors, un examen annuel, c'est un minimum et il faut que tous les gens concernés participent. Ça, c'est essentiel pour que le plan stratégique reste à jour et que tout le monde reste motivé. Pour que tous les membres de l'équipe de gestion, tous les employés et tous les conjoints soient capables de réciter l'énoncé de mission, l'énoncé de vision et comprennent clairement les valeurs fondamentales de l'entreprise. Oui, dit Brent, est-ce que vous avez une conclusion à donner avant que nous terminions? Eh bien, dit Cédric, on en a parlé beaucoup à la conférence AGEX à Winnipeg au mois de novembre. On ne manque pas d'outils, on ne manque pas de ressources. La difficulté en tant qu'exploitant, c'est cette question d'être surchargé de travail sans prendre vraiment le temps de prendre du recul, sortir de l'atelier pour se pencher sur les livres, pour mettre les choses par écrit et pour avoir des discussions courageuses au sujet des orientations de l'entreprise, des objectifs de la famille et des buts personnels. Si on pouvait convaincre tous les membres de l'équipe de gestion quels sont les buts et les obstacles, je crois que on va créer un climat très constructif dans l'exploitation, un véritable esprit d'équipe. Donc, il s'agit juste de le faire, s'asseoir, se parler et se pencher là-dessus. Merci beaucoup, Cédric, dit Brent. Toutes sortes de moments. Je me disais, tu reprends les idées de certains de mes livres favoris et des choses qui nous touchent tous et toutes. J'apprécie beaucoup vos commentaires sur les systèmes et les structures.
pour que ça marche, il faut un plan, hein, toujours, c'est incontournable. Alors, ce livre de Jim Collins, moi aussi, je le recommande à tout le monde, dans n'importe quelle entreprise d'ailleurs, parce que c'est plein de bon sens pour savoir comment réussir. Et le fait que il faut que tout le travail soit relié aux valeurs fondamentales, aux objectifs de chacun, de relier la passion et le pragmatisme. Une idée intéressante, cette idée d'opposer plan de continuité à plan de la relève, une continuité qui implique des perspectives à beaucoup plus long terme. Hein. Alors c'est plein d'idées intéressantes cette présentation. C'est clair que vous êtes passionné par rapport à l'industrie, par rapport à vos clients. On a eu beaucoup de chance de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Pour